Karine, toi, tu es avocate, mais tu parles souvent d'émotions, d'éviter le conflit, c'est-à-dire des sujets dont on n'a pas l'habitude de la part d'un avocat. Et il y a des gens qui sont perdus, ils ne savent pas par quoi commencer lors d'une séparation. Toi, tu leur recommandes quoi? Commencer par quoi? Est-ce qu'on doit aller voir un thérapeute, un médiateur, un avocat, demander des conseils à sa mère? Qu'est-ce qu'il faut faire? À sa sœur, ça. Ouais. Ouais, c'est une bonne question de savoir on commence par quoi, parce qu'en soi on est complètement perdu en fait. Alors ça dépend un petit peu de quel stade où on en est. Soit on est dans le doute complet, tu vois, on ne sait pas si on veut se séparer ou pas. Ben là c'est peut-être un psychologue ou un thérapeute qui peut t'aider pour te recentrer sur toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Si tu es déjà vraiment décidé pour te séparer et que tu as des biens en commun avec l'autre personne, il faudra régler certaines choses, l'avocat, il va être nécessaire. Alors en France, si tu es marié, l'avocat, il est obligatoire. Donc, autant aller le voir le plus tôt possible pour éviter certaines erreurs. Et puis, si par contre, il y a un conflit très important, je trouve que la présence, la médiation, ça peut être vraiment un outil qui est intéressant. Moi, c'est souvent que je recommande de tenter une médiation. Alors, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Il faut que les deux soient vraiment d'accord pour ça. Mais quand les deux n'arrivent pas à communiquer, ont envie pourtant de communiquer, la médiation, c'est vraiment un bon outil. Et est-ce que parfois, on attend trop de temps pour consulter un avocat? Est-ce qu'on attend trop longtemps? Souvent, on attend un petit peu trop parce qu'on a peur d'aller chez l'avocat. Le mot avocat, c'est souvent synonyme de conflit, très cher, combat. Donc, ça ne donne pas vraiment envie quand même. Donc, on le repousse quand même le plus possible. Et c'est un peu dommage parce que ça peut parfois éviter des difficultés. Et puis, quand on attend trop, il y a un conflit qui a grossi et des fois, c'est plus compliqué à déminer derrière. Donc, je pense qu'il faut y aller le plus rapidement possible. Et si par contre, on se rend compte que l'avocat avec qui on est, il monte le conflit justement et c'est pas ce qu'on veut, on en change. Hein. Une relation avec un avocat, c'est comme avec un psychologue, il faut que ça matche. Et si ça ne matche pas, on choisit quelqu'un d'autre. Et justement, comment on peut choisir son avocat lors d'une séparation? Pour choisir un avocat, souvent, moi je sais que les gens viennent souvent bouche à oreille en fait. Donc il y a quelqu'un qui dit bah écoute, moi ça s'est passé avec telle personne, c'est bien allé. Ce qui est peut-être important, c'est de regarder donc la matière que vous avez à traiter, une séparation, et peut-être d'aller vers quelqu'un qui ne fait que cette matière-là. Parce que mine de rien, quand on fait que cette matière, on a des habitudes, on a une connaissance du sujet qui est souvent approfondie. Et puis regardez aussi peut-être les avis sur Google. Qu'est-ce qu'on dit de cette personne en fait, de cet avocat? On peut donner des avis sur Google? Ah ouais, bien sûr. Et moi, je demande à mes clients de dire ce qu'ils ont pensé aussi de mon travail. Et donc, bien sûr, il y a des avis sur Google. Comme les hôtels sur TripAdvisor. Et ouais, pareil, maintenant, tu sais, tout se fait par Internet et on a besoin de se sécuriser, d'aller voir à qui on a affaire. Du coup, dans quel cas choisir la médiation et dans quel cas choisir un avocat? Comme ce que je te disais, pour quand tu es marié, tu n'as pas le choix que de devoir prendre un avocat. Pour divorcer, il faut un avocat. Donc, de toute façon, il te le faut. Mais par moment, moi, je conseille la médiation en plus. C'est-à-dire que l'avocat, il va gérer l'administratif, le contentieux, et à un moment donné, il y a une communication qui ne fonctionne plus. La médiation, c'est vraiment très bien pour ça, pour dire on a envie de communiquer, on n'y arrive plus. Donc on se fait aider par un médiateur. Et pour les couples qui ne sont pas mariés, eux, l'avocat, il n'est pas obligatoire. Donc c'est toujours pour eux où c'est plus compliqué. Et c'est eux dont j'ai envie de m'occuper parce qu'ils ne veulent pas aller voir un avocat parce qu'ils se disent que ce n'est pas obligatoire. Et souvent, ils passent à côté de certaines choses qui sont importantes. Donc pour les couples qui ne sont pas mariés, tentez déjà une médiation. Et puis quand même, je veux dire, prendre un rendez-vous avec un avocat, parfois 1 heure, c'est pas grand-chose. Et en même temps, ça peut quand même vous donner des informations ou changer... voilà, éviter des erreurs en fait. Donc ça vaut le coup quand même de se renseigner. Et ça ne veut pas dire qu'on parte au conflit. C'est aussi, on est en droit de savoir obtenir des informations, savoir comment ça va se passer. Il n'y a rien de malsain à ça en fait. Mais on a souvent associé avocat à conflit et en gros je veux la guerre. Non, je veux me renseigner sur mes droits. Et c'est légitime en fait. C'est combien 1 heure avec toi? Alors 1 heure actuellement c'est 150 € TTC. Mais ça évolue parce que la situation fait que j'ai de plus en plus de dossiers. Donc, on va revoir les tarifs bientôt. Mais actuellement, c'est le tarif. Est-ce que parfois tu recommandes d'aller voir un psy avant de commencer la procédure de divorce ou de séparation? Alors, la question de l'accompagnement par un psychologue lors de la séparation,
pour moi, c'est même central, en fait. C'est même des fois une condition que je pose en disant moi, je vous accompagne, mais je veux aussi que vous soyez accompagné par un psychologue, en fait. Parce que ça va remuer quand même. Ça remue pas mal. Donc, et puis moi aussi, j'ai besoin de savoir mon client en sécurité. Parce que par moments, je peux aussi bousculer par, tu vois, ce que je vais amener et ce que je vais pouvoir dire. Et j'ai besoin de savoir que voilà, c'est au niveau psychique, ils sont en sécurité aussi. Et souvent, c'est ce que même je finis de plus en plus par l'imposer, en fait. En disant, écoutez, on va travailler ensemble, mais là, c'est important. Parce qu'on va faire aussi un meilleur travail, en fait. Et comment se passe une première rencontre avec toi? Alors, un premier rendez-vous avec moi, ce que j'explique à mon client, j'ai envie de faire connaissance. Et j'ai besoin que chacun, on se rencontre, en fait. Donc, j'ai besoin qu'ils me racontent leur histoire. Alors, parfois, il y en a qui arrivent avec un résumé écrit. Et je leur dis, écoutez, vous laissez votre papier, j'ai envie que... Parce que j'ai besoin de sentir l'énergie, en fait, de la personne que j'ai en face de moi. Qu'est-ce qui se passe pour elle, en fait, tu vois. Donc, je lui demande qu'elle me raconte son histoire. Et souvent, je pose beaucoup de questions, en fait, parce que j'ai besoin de comprendre, tu vois. Donc, je vais poser pas mal de questions pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et ensuite, j'ai besoin de savoir ce qu'elle ressent profondément. Donc, souvent, on m'explique une situation qui est factuelle. Et après, j'ai besoin d'aller voir ce qui se passe émotionnellement. Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est qu'il y a une chronologie dans une séparation. Et par moment, c'est trop tôt ou trop tard. En fait, il faut agir au bon moment. Et donc, c'est ça que j'ai besoin de cerner sur le premier rendez-vous. Tu as un exemple justement de quand c'est trop tôt, trop tard? Ah ouais, mais clairement, hier, c'était une personne qui venait en rendez-vous. D'ailleurs, je le sens dès le départ parce qu'elle vient en disant « Je viens chercher des conseils au cas où je me sépare ». Donc en fait, je voulais que je vous donne des informations sur ce qui va peut-être se passer. Et donc, résultat, vous venez vous amuser à vous faire peur ici. Donc en fait, ça ne sert à rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre couple, il en est où? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Donc on a parlé de son couple, en fait. Alors elle était un peu surprise au début. Mais elle est repartie avec les bonnes questions à se poser, en fait. Qu'est-ce que je veux profondément? Est-ce que je veux reconstruire ou pas? Ou est-ce que je veux me séparer? Parce qu'en plus, même si c'est assez particulier, elle soupçonnait peut-être une relation adultérine. Et en gros, elle espérait que la relation adultérine tombe dessus, tu vois, pour avoir un motif pour se séparer. J'ai dit, ça veut dire qu'on va subir, en fait. Vous voulez quoi profondément? Et tout doucement, en fait, elle se rendait compte qu'elle n'avait plus envie de reconstruire, qu'elle avait aussi envie de se séparer. Et lors de ce rendez-vous, je lui ai dit, écoutez, ça ne me semble pas forcément une bonne option d'attendre quelque chose d'autre si c'est vous ce que vous voulez pas. Votre honnêteté, c'est peut-être vous d'évoquer ça. Donc, c'était trop tôt pour dire quelles seraient les conséquences, tu vois, d'une séparation. Ce n'est pas le vrai sujet aujourd'hui. Ça servait à rien, à mon avis, de travailler là-dessus. Je pouvais dire, bah voilà, la pension sera peut-être tant, puis encore. En plus, tu n'as pas tous les éléments lors d'un premier rendez-vous. Enfin, c'est vouloir une réponse sur un montant immédiatement. Déjà, ce serait une erreur de ma part. Je n'ai pas tous les éléments pour le donner. Je peux faire des erreurs. Surtout, je n'aide pas. Ce n'est pas ça le vrai problème. Ce n'est pas l'argent vraiment le vrai problème. C'est où est-ce qu'on en est et quelle action on va mettre en place, en fait. Tu as beaucoup de cas d'adultère dans les séparations? Alors, l'adultère dans le couple, c'est un sujet central et c'est effectivement ce qui génère souvent pas mal de séparations. Tu te rends compte qu'il y a des couples qui cohabitent, qui restent ensemble parce que, bon, ben voilà. Mais quand il y a adultère, là, ça devient insupportable. Et ça devient pas acceptable. Et souvent, les séparations viennent à ce moment-là, en fait. Donc, et ce qui est surprenant, c'est que souvent, je dis, mais j'appelle le tiers révélateur, moi, l'adultère. C'est-à-dire que c'est juste un tiers qui vient révéler une problématique de couple. Alors qu'on vient se dire, ah, mais c'est uniquement la cause. Non, c'est pas la cause. C'est un révélateur d'une problématique de couple et qui, effectivement, entraîne souvent des séparations. C'est comme si on cherche un peu un prétexte valable pour amorcer la séparation. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est tellement difficile d'assumer aussi et de dire, mais en fait, ça va plus bien et on fait la séparation. L'adultère, c'est comme si là, je suis légitime à le faire. Là, la société va être OK pour que je me sépare, en fait. Puis comme ça, il y a un victime et un bourreau. Exactement. Et on est dans le beau triangle de Karpman et on s'enferme bien tous là-dedans. Le triangle de Karpman, c'est passionnant dans les séparations. Et c'est important, moi, je dessine, je leur montre, vous voyez, victime, sauveur, bourreau. Et donc, vous êtes dans ce triangle-là. Et donc, vous passez d'un rôle à l'autre. Voilà. Et c'est pas très amusant, ce triangle, parce que c'est insatisfaisant. Et la seule façon de sortir de ce triangle, c'est de prendre sa responsabilité.
de la situation, de notre rôle. Et est-ce que parfois aussi lâcher le conflit, ça permet de sortir de ces rôles d'ego? Et pour lâcher le conflit, il faut comprendre comment fonctionne le conflit. Parce que quand on dit qu'il faut lâcher le conflit comme ça, simplement, mais c'est pas moi, c'est l'autre. Donc en fait, la mécanique, moi je trouve qu'il y a une mécanique du conflit. Quand on l'explique et quand on aide la personne à comprendre comment fonctionne un conflit, là, elle va pouvoir le lâcher. Parce qu'en fait, c'est là, pour moi, le nœud de mon travail. Et quand je réussis ça, je réussis une procédure, c'est de faire lâcher le conflit. Parce que quand le client lâche le conflit, derrière, les solutions, elles arrivent, en fait. Et puis lui, il va mieux aussi. Mais c'est le plus difficile, parce que le conflit, en fait, il nous tient, on a l'impression que c'est juste de s'y accrocher, et puis on se dit, mais je vais pas si je lâche, ça veut dire que j'accepte tout, c'est-à-dire que je me laisse faire, en fait. Alors que c'est reprendre le pouvoir. Et c'est là où il y a quelque chose de compliqué à comprendre. Et ça, pour ça, il faut le sentir. Donc on fait des exercices, pratiquement. Tu vois, dire, si là, on accepte le montant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Tu te sens comment, en fait? Aussi, on a l'impression que si on n'est pas en conflit et en combat, on va se soumettre à l'autre et c'est l'autre qui gagne. C'est ça. Le côté gagnant-perdant, être en infériorité, ça, c'est notre ego. Il faut comprendre, c'est notre ego là, qui nous mène à ce moment-là. Et l'essentiel, c'est quel objectif on se donne. Tu vois, là, j'ai passé encore ces derniers temps à expliquer, dans une procédure, moi, je me donne 2 objectifs quand il y a des enfants. Relation avec les enfants, paix intérieure. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que vous êtes OK que notre objectif, c'est une bonne relation avec vos enfants et d'atteindre la paix intérieure? OK, je valide ça. Alors maintenant, il va falloir m'écouter pour comment on va à ces 2 objectifs-là. Et ça va passer par ne plus vouloir s'amuser au conflit, ne plus vouloir jouer au conflit de l'autre, en fait. En fait, rassurer son client, je ne suis pas leur mère. Et si je me mets dans le rôle, tu vois, maternant et de rassurer, moi, je pense que je ne les aide pas, en fait. Par contre, je leur donne les outils pour se rassurer eux-mêmes, en fait. Je leur apprends à comment, eux, trouver les moyens d'être bien et de se rassurer. Et c'est bien plus puissant, en fait, parce qu'en fait, je leur dis, des problèmes, il y en aura d'autres qui vont arriver. Si c'est toujours, on appelle Karine et c'est elle qui va me trouver la solution, ça ne marchera pas, en fait. Donc, je leur donne les moyens de, eux, se rassurer. Et tu dirais que ton métier, c'est plus attaquer, accompagner ou défendre? Mon travail, c'est d'accompagner. Par contre, quand il faut défendre, je suis là. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Quand en face, ça dépasse les limites, je suis là pour, à un moment donné, intervenir, être solide sur ce moment-là et de ne pas en avoir peur, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais objectivement, c'est plus accompagner. Parce qu'en fait, moi, je les vois sur une partie de vie, mais leur vie, elle va continuer derrière. Et donc, si je suis là pour les défendre, ensuite ils sont tout seuls et puis qu'ils se reprennent des coups dans la figure, ça ne servira à rien. Alors que quand on ressort d'une procédure avec moi, ils ont compris comment avait fonctionné le conflit. Ils se disent « Ah non, 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 moi je ne rejoue pas à ça. Je sais comment ne plus rejouer à ça. » Et ma paix intérieure, elle est tellement plus importante que mon ego de gagner sur l'autre que je ne vais plus jouer à ça. Mais tu vois, c'est tout un cheminement pour arriver à ça. Pour comprendre que notre ego, de prime abord, il veut gagner. Puis il nous dit « Tu vas être bien quand tu vas gagner. » Sauf que ça ne va à aucun moment générer de la paix intérieure. Parce que moi, j'ai vu plein de personnes, sur le papier, on avait gagné. Je les rappelle quelques mois après, parce que j'aime bien faire un peu un point quelques temps après. Puis je leur demande comment ils vont. Puis ils vont pas bien, en fait. Parce que ce qui les tenait, c'était le combat. Puis l'illusion de gagner ferait qu'on irait bien, en fait. Tu vois? Et c'est compliqué, ça, parce que quand tu es dedans, tu dis, mais si, non, mais si je gagne, ça va être trop bien, en fait. C'est une illusion, ça. C'est dur, hein, quand un avocat, il doit dire, mais en fait, ce que vous me demandez de gagner et autres, ça ne va pas vous rendre heureux, en fait, spécialement. Mais toi, en tant qu'avocate, tu aimes gagner? Parce qu'on a un peu cette image aussi. On se dit, les avocats, ils doivent être un peu des requins, déjà face aux autres avocats. Ben moi, j'ai mon ego aussi. Donc, effectivement, mon ego, de temps en temps, quand il y a une bonne décision, je me dis, ah, chouette. Et puis, quand tu as le client 15 jours après qui ne va pas bien du tout, parce que finalement, en fait, tu n'as rien réglé. Tu as obtenu de super montants de pension alimentaire, mais lui, il ne va pas bien. Bah, tu reviens un peu en humilité et tu te dis, OK, il y avait une satisfaction de mon ego, mais objectivement, il ne va pas mieux. Et donc, comme j'ai envie qu'il aille mieux, ben, on prend le problème autrement. Mais moi, je suis humaine aussi, donc j'ai aussi mon ego qui, de temps en temps, vient me dire, ah, ça c'est cool. Puis au final, bah, non, c'est pas si cool que ça.